vont pitcher quelques minutes. On va commencer avec Arnaud Roussel de Comity. Merci Denis, merci à tous. Merci à FFCO pour l'organisation. En fait, je viens de vous parler d'un nouveau partenariat qu'on vient de créer avec la Fédération des clubs omnisports. Avec Comity, on est une plateforme de services pour accompagner les associations sur leur structuration, leur développement, leurs mesures d'impact territorial. Clairement, dans ce volet formation, nous avons créé un diplôme universitaire en e-learning en 2019, auquel, avec les équipes de la FFCO, on vient de rajouter des options omnisports, donc des sujets qui vous concernent, qui ont déjà été abordés en atelier, autour de la gestion juridique des clubs, la féminisation du sport, la lutte contre les violences, voilà, tout un tas de trucs. Ce diplôme universitaire est accessible à tous, y compris à la Guadeloupe, la Martinique, puisque j'ai eu des discussions pour savoir s'il y avait de l'asynchrone. Oui, absolument. Il permet deux choses. Il permet de valoriser sa compétence avec un diplôme universitaire. Le deuxième, c'est qu'il permet d'accéder à notre plateforme de service gratuitement pendant 1 an avec l'utilisation, avec l'inscription sur ce diplôme universitaire. Le deuxième sujet dont je profite de parler, c'est que nous venons de créer nous-mêmes une association qui s'appelle Comity Lab sur les mesures d'impact territorial, que j'ai le bonheur d'avoir Bruno Leperoni ici présent, que certains connaissent peut-être dans la recherche universitaire sur les mesures d'impact, qui a rejoint l'équipe pour travailler avec vous sur vos problématiques de lien entre le club et les collectivités territoriales. Je n'irai pas plus loin. En tout cas, je vous remercie de votre écoute. Parfait. Merci Arnaud. Je vais appeler Profession Sport et Loisirs pour nous rejoindre. Au niveau Auvergne-Rhône-Alpes, c'est Profession Sport, je crois, tout court. Profession Sport et Loisirs. Je ne me suis pas trompé, alors très bien. Bonjour à tous, du coup moi je suis chargé de développement pour Profession Sport et Loisirs Auvergne. Merci d'abord pour l'invitation à cet événement. Qu'est-ce que Profession Sport et Loisirs? Je vais pas prendre beaucoup de votre temps. Peut-être que certains d'entre vous connaissent. C'est un groupement d'employeurs à vocation de pérennisation et développement de l'emploi sportif auprès d'associations et collectivités. La maison mère est basée à Moulins, donc dans l'Allier. Et donc moi, en fait, je suis chargé de développement de Profession Sport dans le Puy-de-Dôme, où on souhaite s'implanter, avec trois versants différents, pardon. Dans un premier temps, des mises à disposition d'éducateurs sportifs diplômés pour des associations et collectivités qui auraient des besoins en matière d'encadrement sportif. On est aussi un organisme de formation, donc c'est-à-dire qu'on forme au BPGEPS sur activité physique pour tous, donc niveau bac. On forme aussi au CPGEPS, donc de l'infrabac, et on forme aussi des jeunes sur du bac +2, donc en marketing sportif. Et on est aussi une troisième structure, donc on est un groupement d'employeurs insertion et qualification, un GEC, pour ceux à qui ça peut parler potentiellement, où du coup on gère l'emploi d'alternants, et donc on les met à disposition de structures pour assurer d'une part l'alternance de nos jeunes, et du coup pour les structures bénéficier de jeunes à coût réduit, et du coup aussi pour encadrer leur public. Voilà, donc nous on est vraiment sur ces logiques-là de sécurisation et pérennisation d'emplois sportifs auprès d'associations et collectivités. Et voilà, donc moi c'est pour ça que je suis présent aujourd'hui pour potentiellement répondre à des besoins d'associations. Voilà, je sais que parmi vous, très certainement, il y a des représentants d'associations ou collectivités. Peut-être qu'il y a des besoins en matière d'encadrement sportif. Avec grand plaisir, on pourrait échanger sur ces questions-là. Et donc aussi, à titre d'information, on s'ouvre au sport en entreprise sur le 63 et au métier du tourisme, thermalisme et tous les métiers saisonniers. Voilà, je ne vais pas vous en parler plus en détail. On peut en parler entre nous si vous voulez bien, surtout si vous avez des besoins. Donc voilà, en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Bonne fin de journée à vous, bonne conférence et merci beaucoup. Merci bien. Et le dernier pitch sera pour My Sport Room. Je t'en prie, vas-y, mets-toi là. Ça marche, merci. Bonjour tout le monde, donc je ne vais pas vous prendre très longtemps, hein. C'est la fin de journée, je pense que vous en avez entendu plutôt pas mal. Je vais commencer par vous raconter un peu une histoire qu'on a vécue et que vous avez sûrement tous vécue. C'est que pendant la période Covid, nous on a un centre aquatique du côté de Reims qui a été fermé, donc plus de public, plus rien. On n'avait rien à proposer à nos clients, donc on a lancé des visios sur Zoom, un modèle un peu archaïque et compliqué à mettre en place parce qu'il faut connecter tout le monde au même endroit, au même moment, que tout le monde ait une connexion, potentiellement du matériel et un coach disponible.
Donc le deuxième confinement est venu. On s'est dit pourquoi pas se professionnaliser sur cette partie-là. On a été accompagné par la région, par le département de la Marne, pardon, et on a développé une plateforme qui est MySportRoom. L'objectif, c'est que c'est une plateforme digitale où vous allez retrouver plus de 600 séances qui sont stockées sur la plateforme. C'est-à-dire que vous pouvez les consulter 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, dans 26 activités différentes sur des formats qui sont adaptés, de 5 à 1 heure. Vous allez pouvoir jouer avec le timing dont vous disposez et l'activité que vous voulez. Sur l'activité, ça va du yoga à de la méditation, de la sophrologie, du cardio, du cross-training et potentiellement les activités que vous développez aussi dans votre structure. Parce qu'en partenariat avec la FFCO, donc depuis maintenant on est sur la 2e année du partenariat, on a développé cette plateforme en marque blanche. Pour ceux à qui ça ne parlerait pas, la marque blanche, c'est que MySportRoom disparaît complètement et on laisse place à votre club. Donc le logo de votre club, les couleurs de votre club, le message de vos clubs, vos partenaires qui sont mis en avant aussi. C'est une façon de se différencier, de renforcer la marque que vous avez et de proposer un complément d'activité à vos partenaires et à vos adhérents. Un complément d'activité parce que pendant les vacances scolaires ou tout autre, vous n'avez pas forcément d'activités qui sont proposées. Tout le monde a aussi des soucis personnels, un enfant qui est malade, du télétravail qui s'est mis en place aussi. Donc on a pu ce cheminement entre le travail et le boulot. Donc on vient compléter ces manques que vous pouvez avoir. Et encore plus intéressant, c'est qu'on vous permet de pouvoir générer des revenus complémentaires. On sait que vous avez des baisses de subventions ou autres. Donc nous aujourd'hui, le produit, on vous le propose à 30 € par an par adhérent. L'objectif, c'est que vous le revendiez un peu plus cher, 40, 50 € à vos adhérents. Si vous le divisez par 12 mois, ça ne fait pas grand-chose sur une licence, potentiellement. Et vous innovez, vous renforcez votre marque et vous permettez à votre club d'avoir des nouveaux revenus sur cette partie-là. On vous accompagne de A à Z parce que c'est un nouveau produit. On sait que ça peut être assez compliqué de le lancer. Donc on vous accompagne sur la communication, les visuels, le service après-vente, le module de paiement aussi pour gérer. On met tout en place pour vous. Le but, c'est d'être à vos côtés dans ce lancement de nouveaux produits. Aujourd'hui, on a une quinzaine de clubs avec lesquels on collabore. Et l'objectif, c'est d'en accompagner le maximum durant les prochaines années et en continuant le partenariat avec la FFCO qui se renforce d'année en année. Voilà. Merci. Merci bien. Tac. Je vais donc demander désormais à Juliane de nous rejoindre. Donc, directeur général de Sport et Citoyenneté, du think tank Sport et Citoyenneté, qui va nous parler de retrouver l'estime de soi et des liens sociaux par la pratique d'une activité physique. Donc, Juliane Japper, qui a fait le difficile déplacement pour venir nous rejoindre, parce que son train a été annulé, il a été obligé de prendre un bus, je crois, pour venir nous rejoindre. Donc, ça fait loin depuis Valence en Espagne. C'est vrai. Merci à toi. Merci beaucoup, Denis. T'es pas mal en animateur. Alors, Denis, c'est moi qui fais slide en même temps? Ok, ça marche. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est en fin d'après-midi. Merci beaucoup d'être restés jusqu'à maintenant. On va aborder ce sujet, on va le survoler un petit peu. On ne va pas rentrer dans le détail puisque je vais vous en parler pendant une quinzaine de minutes. Retrouver l'estime de soi et des liens sociaux par la pratique d'une activité physique. Pour ne pas aller trop dans le détail, effectivement, c'est un sujet que je pense vous connaissez bien. Donc, excusez-moi si parfois je dis un peu des banalités, mais parfois il est aussi important de rappeler des choses essentielles pour défendre notre secteur préféré, qui en a bien besoin en ce moment et qui effectivement est dans une large mesure sous-analysé et sous-utilisé dans nos politiques publiques en particulier. Alors, ça a l'air bien. Plutôt que vous expliquer qui nous sommes, et comme il est 5 heures, et peut-être que ça va aussi tous nous mettre dans une attention particulière, je crois qu'on a une petite vidéo que l'on peut voir, et j'espère que le son va être là, parce que déménage. Sport et Citoyenneté est le premier et le seul think tank en France et en Europe, indépendant, apolitique, pluridisciplinaire. Notre approche, c'est de dire que le sport a une dimension sociale qui permet l'intégration sociale et c'est la base de notre engagement en tant que think tank européen. Sport et Citoyenneté
jamais produit de l'expertise avec des livres, des rapports, des articles scientifiques afin de servir de relais intellectuel auprès des décideurs publics et privés. Il est donc, en plus d'un groupe de réflexion, un groupe de lobbying auprès des politiques publiques. Nous amenons des responsables politiques, des responsables du monde sportif à réfléchir sur la dimension sociale du sport. Et nous appliquons des solutions pragmatiques à l'échelon européen d'une part, mais surtout à l'échelon décentralisé des communes et des villes. Sport is a way for people of all ages to learn the values of cooperation, teamwork, tolerance, understanding, to learn to live and work and play together. Soutenir sport et citoyenneté, c'est important pour moi parce que je crois vraiment aux valeurs du sport, aux valeurs éducatives, sociales. Support sport and citizenship. Bon, excusez-moi pour le son, je ne sais pas si vous avez pu entendre, mais vous l'avez compris, on est un think tank. Un think tank, c'est un mot un peu pompeux, venu des Anglais pour dire qu'on est un groupe de réflexion. C'est 350 experts pluridisciplinaires. On étudie le territoire européen. Donc, une de nos forces, c'est de pouvoir comparer aussi les lieux entre eux, les régions, les États, et de pouvoir analyser les politiques publiques, mais aussi les engagements des acteurs privés pour voir s'ils ont de l'impact, si réellement, quand ils sont étudiés et analysés sur le temps, ils peuvent influencer les externalités du sport que l'on connaît, la santé, l'éducation, l'inclusion et d'autres dont on va parler maintenant. Vous pourrez me poser des questions sur le think tank, évidemment. Après, je crois, Gérard, qu'il y aura un petit temps de réponse. Je te remercie d'ailleurs, Gérard, de m'avoir invité. Et bravo pour cette journée et ce colloque qui a été, même si je n'ai pas tout suivi, qui a été très riche. Donc, bravo à la FFCO de continuer de porter aussi ces sujets. Alors, je voulais vous rappeler que pour l'estime de soi, sans faire de psychologie, et moi je suis juriste en droit du sport, il se doit de rappeler que le sport est un droit. Ça paraît simple, ça paraît banal, mais parfois ce droit, il est bafoué. Alors, il est repris par plusieurs organisations et institutions. On en a cité 3 aujourd'hui que vous connaissez parfaitement. L'UNESCO, dans sa charte internationale de l'éducation physique et l'activité physique, la charte européenne du sport révisée du Conseil de l'Europe, qui n'est pas une institution européenne, mais qui porte ce sujet d'une manière très forte. Et puis, évidemment, puisqu'on est en France, dans le Code du sport, que vous connaissez également. Pourquoi il est important de rappeler ce droit ? Parce qu'en fait, le droit au sport, il implique que cet accès soit égal et soit garanti, notamment pour les personnalités, et on va y venir, qui sont éloignées ou empêchées de cette pratique du sport. Et c'est un petit peu sur ça que je vais focuser mon intervention sur l'estime de soi et les liens sociaux, c'est sur ces populations éloignées ou empêchées. Pour que chacun puisse bénéficier des bienfaits de ce qu'on appelle aujourd'hui, et Gérard en est un fervent défenseur, la littératie physique, et que chacun puisse bien comprendre ce qu'il fait, pourquoi il le fait, et surtout qu'il l'applique dans tous les champs de son quotidien. C'est évidemment notre objectif pour travailler ce lien social et cette fameuse estime de soi. Alors, comme nous sommes ici sur une vision qui valorise le rôle des activités physiques et sportives comme facteur de bien-être, d'inclusion et de vie sociale, on va commencer par la question du sport et de l'inclusion. Alors, inclusion sociale par opposition évidemment à exclusion sociale, c'est une banalité, mais il faut aussi la rappeler. Encourager l'égalité de participation des individus dans une société. Alors, il est communément admis que les pratiques sportives offrent un cadre propice à l'inclusion, mais là aussi, j'aimerais rappeler, et je crois qu'on est tous d'accord là-dessus, que le sport est uniquement un outil. Il n'est pas une baguette magique que l'on peut brandir ou on peut exprimer qu'en construisant un stade dans une collectivité, on va tout de suite régler tous les problèmes de la collectivité ou, comme le dit le président du comité olympique et paralympique, Tony Estanguet, le sport va changer vos vies. Je lui dis, sois prudent Tony, le sport ne change pas obligatoirement nos vies. Il est un outil qui peut être bien ou mal utilisé d'ailleurs, mais quand il est bien utilisé, il peut avoir des conséquences sur une population donnée.
Alors là, je vais très rapidement vous rappeler les grands sujets qui tournent autour de l'inclusion et du sport. Évidemment, l'inclusion et la diversité. Les pratiques sportives, on le sait, permettent de rassembler des personnes de différentes origines, cultures, religions, sexes et capacités physiques. Elles peuvent favoriser l'inclusion en offrant à tous l'opportunité de participer, quel que soit leur statut social, leurs compétences ou leur appartenance. Un deuxième champ, et excuse-moi de passer brièvement sur ces champs, l'éducation et l'engagement. Les pratiques sportives favorisent l'engagement actif dans la vie de la cité, pratique évidemment, bénévolat, et on y travaille fortement d'ailleurs dans la région Aura, et l'éducation non formelle en particulier. Elle participe à l'épanouissement personnel de chacun, en particulier sur les rencontres intergénérationnelles, la transmission de valeurs telles que le fair play, le respect, l'esprit d'équipe, la tolérance, la persévérance, et il y en a plein d'autres que vous connaissez également. Les pratiques sportives jouent ainsi un rôle positif et constructif dans la vie des individus, des jeunes en particulier, puisque le sport a ce pouvoir d'aimanter ces nouvelles générations. Quand on demande aux nouvelles générations quelles sont vos idoles, souvent, aussi bien garçons que filles, des sportifs ou des sportives apparaissent comme étant leur modèle de société. Alors la société a les modèles qu'elle veut bien et qu'elle veut bien produire, mais c'est une réalité. Santé et bien-être, évidemment, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, la pratique avec des indicateurs qui sont très mauvais, en ce moment, en particulier après le Covid, aussi bien sur la sédentarité, et je crois que Martine Duclos vous en a parlé ce matin, donc je ne vais pas revenir sur ces stats, sinon on va quand même flipper ce soir et rien boire et rien manger et préférer aller courir, mais c'est important de le dire, les indicateurs ne sont pas bons après le Covid, et je crois que là... moi, je ne fais pas de politique, on travaille avec tous les partis politiques, mais Gabriel Attal a raison de mettre une grande alerte aussi sur les écrans, parce que les écrans sont quand même un grand fléau qui est aussi sous-utilisé, sous-analysé et sous-estimé dans ces questions d'inactivité physique et de sédentarité. La pratique régulière, on le sait, elle est bénéfique pour la santé physique et mentale. En encourageant la population à s'engager dans des activités sportives, il est possible d'améliorer la qualité de la vie de la société dans son ensemble. Le renforcement des liens sociaux maintenant. Le sport crée des occasions de rencontres, on le sait, d'échanges et de collaboration entre les individus. Les équipes sportives, les clubs et les événements favorisent les interactions sociales, renforcent les amitiés, et génère un sentiment d'appartenance à une communauté. Le sport peut aussi contribuer à la prévention de divers problèmes sociaux, mais là aussi, je mets des guillemets, puisque ça dépend de l'utilisation qu'on peut en faire, la délinquance juvénile, l'isolement social, la radicalisation et d'autres sujets importants de société. J'avais envie très rapidement de distinguer, et ça ne m'appartient pas, je lui rends hommage, et je pense que certains le connaissent ici, François Leyondre du laboratoire VIPS 2 de Rennes, qui nous fait une distinction très intéressante finalement sur les trois approches que l'on peut avoir sur ce sujet. La première, le sport est perçu et utilisé pour ce qu'il est, une activité culturelle, qu'il s'agit de rendre accessible aux plus faibles. La deuxième, le sport est considéré comme un outil de captation. Le sport possède un caractère attractif qui permet d'engager, de consolider une relation favorable à un accompagnement social plus profond. Cette option est souvent prise auprès des adolescents et des jeunes adultes. Et troisièmement, le sport est considéré comme un outil de transformation de l'individu. Ainsi, les professionnels envisagent de reconstruire, et on y vient, l'estime de soi, de lutter contre une dépendance ou encore de reconstruire l'employabilité grâce aux situations motrices et interactives engagées par l'activité sportive. C'est un peu ardu, j'en ai conscience, les trois schémas de François, mais il nous montre la palette de possibilités aussi que l'on peut avoir, et ça la littératie le rappelle bien, dans cette utilisation du sport, on va dire, pour inclure.
Finalement, ce sont les projets que l'on qualifie, et c'est devenu un peu banal, de projets socio-sportifs qui font la part belle à ces dynamiques qui ont évidemment fait leur preuve et une efficacité sur le terrain. Alors, des démarches permettent ce décloisonnement, c'est important, et l'intégration du sport dans un processus d'accompagnement global de la personne. Je crois que le monde de demain, il doit se réfléchir d'une manière transversale et globale, et le sport surtout doit s'inscrire dans ce chemin. Je rappellerai aussi les mots de Benoît Dano, avec qui on a travaillé pour la Coupe du Monde de football des personnes sans abri en 2011. Et là aussi, je trouve qu'il a une approche qui est intéressante, où il explique que certaines conditions doivent être réunies pour instaurer des changements de situation. Et je le redis, il faut des conditions, il faut un contexte précis pour entraîner le changement. La nécessité de travailler en interprofessionnalité et avec les bénéficiaires, la régularité de l'activité, l'investissement des bénéficiaires dans la pratique et enfin l'évaluation, on y vient, et l'adaptation des dispositifs mis en place. L'évaluation, alors c'est un mot un peu compliqué, en sciences sociales c'est un mot qu'il faut utiliser avec précaution. On préfère utiliser l'analyse ou la mesure de l'impact d'une action, d'une politique publique, d'un événement sportif, et surtout le faire sur un temps assez long pour ne pas avoir finalement le décideur politique public qui ne va pas suivre les recommandations que l'on pourrait faire dans une analyse, mesure d'impact ou évaluation. Donc encourager l'inclusion par le sport répond ainsi à plusieurs enjeux. Évidemment, permettre l'accès au sport pour toutes et tous, se servir du sport comme levier d'inclusion sociale, utiliser le sport comme vecteur d'insertion professionnelle. Je vais faire un petit arrêt sur l'accès au sport. Et voilà, on y est. Alors, hormis être un droit, l'enjeu ici, il va être de faciliter cet accès, de se demander comment est-ce que finalement ce droit, c'est bien beau de le rappeler, mais comment est-ce qu'on peut l'activer et comment est-ce qu'on peut l'amener à toutes les populations et en particulier les populations éloignées ou empêchées. Alors, éloignées, empêchées, vous l'avez vu, je vous ai mis une définition, elle apparaît à l'écran. Éloignées, c'est plutôt les publics on peut dire, qui ont des considérations sociales complexes, publics en situation de précarité, publics socialement défavorisés ou géographiques, territoires carencés en équipements sportifs ou en offres sportives diversifiées. Et ça, Gérard, je sais que la diversification des pratiques de la FFCO aussi, c'est une clé, à mon avis, que l'on doit tourner dans beaucoup de lieux et à plusieurs niveaux. Les quartiers populaires de la ville, dits QPV aussi, ainsi que les zones dites de revitalisation rurale, ZRR, sont particulièrement visés. Les publics empêchés, c'est des publics qui sont empêchés dans leur libre accès à la pratique sportive en raison d'un handicap permanent, provisoire ou de considérations culturelles ou religieuses. Ces deux publics qui sont quand même différents. Alors, quelques chiffres sans vous inonder. La pratique sportive, tu me dis, Denis, si je suis dans les temps, hein, si je dois... Il est où, Denis? Il est parti? Tu me dis, hein? On est pas mal? Parce que je suis né à Marseille, mais d'origine suisse. Hein, donc, le timing, c'est important pour moi. Hein. Qu'est-ce que tu dis, Gérard? C'est vrai, il y a d'autres Suisses? C'est vrai? Il aurait dû venir, on aurait papoté. Mais il est suisse d'où? Parce qu'attention, nous les Suisses, on n'est pas de... Hein? Ouais. C'est Marseille. Alors, quelques chiffres et évidemment, comme on est un think tank, je dois vous en donner quelques-uns pour illustrer un peu mon propos. Et je pense que vous les connaissez, mais qui dressent un peu le panorama et les enjeux à venir. La pratique sportive, licenciée ou non, elle reste, et c'est une évidence, mais il faut le rappeler, plus faible dans les QPV sur l'ensemble du territoire. Et là, on a 36% contre 56%, donc on a un gap quand même qui est hyper grand.
et 4% seulement des licences sportives localisées dans les QPV. Donc là, vraiment, on a un territoire aussi carencé. Et évidemment, football surreprésenté dans tous ces chiffres, on peut s'en douter. On en parlait hier justement avant-hier avec le président de la fédération de foot. Sur nos garçons, il y en a 7 sur 10 qui vont passer dans un club de foot. C'est quand même aussi une responsabilité sociétale, sociale assez importante. Une pratique qui augmente et qui se resserre entre les hommes et les femmes, ça c'est intéressant aussi. C'est-à-dire que la population des filles, même si elles pratiquent dans un environnement plus libre, elle augmente et c'est un bon signe aussi en termes d'inclusion, de santé et d'autres sujets qu'on a évoqués. Une pratique sportive différenciée selon le milieu social au profit des plus diplômés, ce qu'on appelle les CSP+, et de ceux qui bénéficient d'un niveau de vie plus important, mais une reprise plus forte parmi les catégories sociales les plus modestes entre 2018 et 2022. 44% des personnes en situation de handicap ne pratiquent pas d'activité physique, même de manière occasionnelle, contre 28% pour le reste de la population. Donc là aussi, sur les publics empêchés, il y a un travail énorme à faire. Sport et inclusion sociale et professionnelle. Là aussi, je vais balayer rapidement le sujet. L'enjeu est ici de s'appuyer sur le caractère attractif du sport pour repérer, capter et accompagner les publics en situation de précarité. Quelques chiffres aussi très rapidement. En 2021, 12,8% des jeunes de 15 à 29 ans ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation. Dans les QPV, le taux de chômage est 2 fois plus élevé et le taux de pauvreté 3 fois plus élevé qu'ailleurs. 42% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté. 35% des jeunes sont à la recherche d'un emploi, ne sont accompagnés par aucun intermédiaire, alors que plus d'un quart des jeunes de 18 à 30 ans pratiquent une activité sportive pendant leur temps libre. 80% pour la tranche 15-24. En regardant ces chiffres d'un peu plus près, on se dit évidemment que le sport a son rôle à jouer et qu'il a un rôle important à jouer dans ce constat. Cette fonction socialisatrice du sport a été et est toujours régulièrement promise par les différents acteurs publics, notamment, et peut-être parfois un peu trop, lors d'épisodes de tension dans les quartiers dits populaires. Alors, on le voit très bien, et je ne sais pas s'il y a des élus dans la salle, mais les décideurs publics, politiques, généralement, ils s'intéressent au sport quand le sport gagne ou quand ça va mal. Et ça, c'est un de nos défis, Gérard, et tous dans cette salle, que l'on doit mener ensemble, parce que le sport, ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que la photo avec la médaille et ce n'est pas que sortir à ce moment-là la carte, mais faites du sport, on le sait très bien. Toutes les analyses sur les city-stades dans les quartiers sont catégoriques. Le city-stade, d'abord, c'est un lieu d'exclusion des filles. C'est un lieu, quand il n'est pas animé, qui ne travaille pas l'accessibilité de nouveaux publics, et c'est un lieu, évidemment, qui ne va pas régler toutes les politiques de la ville, mais il est important de le répéter. Je voulais vous parler, si j'ai encore un petit peu de temps, Denis, il est là. Je voulais vous parler d'un projet dont on est assez fier avec le think tank, puisqu'on a accompagné Emmaüs Solidarité, et là avec un public que vous connaissez, le public d'Emmaüs, justement sur l'utilisation de cet outil sport pour sa population, qui est une population, on peut dire, un mix des publics éloignés et des publics empêchés. Dans ce projet, on a juste essayé de mettre en place des séances hebdomadaires d'activité physique adaptée. On a co-créé un outil de suivi, et ça c'est important, et de valorisation des compétences psychosociales. C'est devenu une démarche pédagogique singulière associant les travailleurs sociaux et enseignants en activité physique adaptée ainsi que la formation d'une méthodologie de projet qui intègre des objectifs sanitaires, éducatifs et sociaux. Ça a été un travail qui a eu de très bons résultats, en particulier sur l'estime de soi, puisque c'est un peu le sujet du jour. Et c'est le regard qui a changé sur cette population, qu'elle porte d'abord sur elle-même et sur l'appréciation qu'elle peut se faire de sa valeur, de sa propre importance. Et c'est en identifiant, en valorisant ses qualités et ses potentiels qui étaient un peu méconnus de cette population,
qu'elle a pu évoluer, qu'elle a pu changer et qu'elle a pu effectivement aller vers d'autres horizons. Je vous invite, et je serai heureux d'en parler avec vous, de voir comment ce projet, en le mesurant, a pu grandir aussi, parce que quand on apporte cette charge de la preuve, finalement, de l'utilisation du sport pour une population, généralement, les organisations, les collectivités, les organisations publiques autour de ce projet vont financer parce qu'elles ont déjà un début de charge de la preuve. Et là, ça devient vertueux, intéressant et impactant. Juliane, une petite minute pour terminer? Oui, bien sûr. Merci. Donc, je vais devoir zapper un truc. Ah, vas-y, prends le temps quand même. Non, j'en ai encore 15 pages. Donc voilà. Alors, ça va, Denis, toi, sinon? Alors, pour conclure, voilà. Bon, non, je vais quand même faire une petite conclusion sur le modèle associatif et sur les clubs très rapidement. Le modèle associatif et les clubs, ils sont à repenser. Je pense qu'on en a parlé toute la journée. Avec des tendances lourdes qui impliquent les associations et un besoin de se réinterroger. Xavier, on en a parlé ce matin avec l'ASM Omnisport. Je crois que c'est le moment d'essayer de se réinterroger, de pouvoir faire des bilans de ce que l'on a fait, d'essayer de choisir aussi un peu ses combats sans surcharger les clubs d'X 1000 injonctions, parce que diriger un club, ça n'est pas facile. Le monde associatif, il est compliqué. Le bénévolat, il est en train de se repenser aussi. Mais, et ce sera ma phrase pour terminer, je crois que essayer d'identifier, redéfinir l'utilité sociale de ce qui fait un club, sa plus-value sociale et locale, est un chemin qu'il faut continuer à mener dans ce moment de crise où on vit des crises multiples, sociales, économiques, géopolitiques, politiques. Donc on ne changera peut-être pas la face du monde, mais si on pousse chacun nos pierres, si on taille un petit peu tous nos pierres en ayant conscience qu'on a un outil, même si parfois il est un peu méprisé, qui est un diamant. Voilà, je terminerai là-dessus. Merci beaucoup à vous. Merci Juliane, désolé de t'avoir précipité, mais reste avec nous parce qu'il y a certainement des questions. On va prendre donc des questions dans la salle. Même principe, vous appuyez sur le micro. Ali. Bonjour et merci pour cette brillante intervention. Alors, vous finissez avec une définition du sport diamant. Moi, je vais réutiliser un terme que vous avez utilisé, mais pour vous, moi, j'ai l'impression que le sport est un peu couteau suisse. On l'utilise pour tout, à géométrie variable. Mais pour autant, j'ai l'impression qu'on se bagarre tous et qu'il y a un manque de reconnaissance. Alors, soit faut-il passer par la voie de l'institutionnalisation ou de la sanctuarisation ou de l'inscription? Est-ce qu'on doit inscrire le sport au patrimoine de l'UNESCO? Est-ce qu'on, comme la baguette de pain, vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'on doit faire qu'à un moment donné, la place du sport soit et sa légitimité et toute la substance que vous lui avez donnée, tout le sens que vous lui avez donné, qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir en gros cette émergence et cette reconnaissance? Merci pour votre question. C'est une question très compliquée. Je n'ai pas tous les éléments de réponse. Je crois que dans la présentation, j'ai survolé cette idée d'analyse. C'est-à-dire que si on analyse ce que l'on fait et si on arrive à démontrer que ça marche, même à toute petite échelle, on peut espérer qu'il y aura un changement d'échelle aussi. Un changement d'échelle sur l'impact, mais un changement d'échelle aussi sur la prise en compte des décideurs et en particulier des décideurs publics. Donc, faire, c'est déjà génial. Quand vous sentez dans toutes ces externalités positives du sport que vous avez un sujet dans votre club, alors peut-être pas en prendre trop des sujets aussi, on l'a évoqué, mais un sujet d'éducation, de santé, d'inclusion d'une partie de la population et que vous pouvez arriver à démontrer par une analyse assez simple en vous appuyant sur la littératie, sur des travaux déjà existants ou alors en allant faire travailler peut-être des étudiants aussi dans votre club, en ouvrant les portes, cette charge de la preuve, je crois vraiment qu'elle va être utile et qu'elle va faire grandir le projet que vous analysez et le secteur dans sa globalité. Après, l'UNESCO comme la baguette, bon, je ne sais pas.
Merci. Une autre question dans la salle? Pascal. Bonjour, bravo pour cette intervention. Je suis Pascal Thibault, je suis l'ancien président de l'ASM. Je me place dans une perspective historique. J'ai le sentiment qu'aux origines de beaucoup de nos clubs, il y avait cette conception justement d'un rôle assez élargi du sport. Et on a l'impression que les choses ont dérivé progressivement. Vous avez une lecture de ça, une compréhension de ces tendances qui malheureusement ne vont pas dans le bon sens sur la compréhension qu'on a de la valeur du sport en tant qu'estime de soi, en tant que construction sociale. Merci pour la question. Merci pour la question. Alors, je me méfie toujours avec les comment dire, les constats. Je ne dis pas que c'est faux, hein, ce que vous avez dit, mais avec les constats, en se disant c'était mieux avant. Un petit peu quand même, non? Non? Ok. Le club, est-ce qu'il portait, selon vous, à un certain temps, vous dites qu'il a évolué et qu'aujourd'hui, il ne porte plus la même chose. C'est ça. Donc il y a un peu de... Si je peux réinteragir. Bien sûr. J'ai lu des statuts et j'ai lu des déclarations de présidents de clubs, alors celui que je connais particulièrement, où il était exprimé très clairement que le club était là pour construire des citoyens. Le même club, au fil du temps, il a changé. C'est ça juste ma question. C'est quelles sont ces forces de changement? Et en contrepoint aussi, quelle est la perception que vous avez de la conscience qu'ont les acteurs du sport de cette valeur d'estime, de construction d'estime de soi, etc. Et pourquoi elle n'est pas au niveau où on pourrait le souhaiter? Pourquoi il est utilisé? Je n'ai pas la réponse. Hein. Pourquoi on fait le constat que le sport n'est appelé à l'aide que quand ça gagne ou quand on est dans les pires embarras? Ouais, il y a plusieurs questions complexes dans ce que vous soulevez. Moi, je crois fondamentalement que le club, il reste un lieu fort de citoyenneté, que la société change et le sport, il change comme la société. Il n'est pas en dehors de la société. Donc, tous les aspects positifs et négatifs de la société, on le retrouve dans le club, et ce club, il évolue et il change comme évolue la société. Après, on peut discuter pendant des heures de savoir si la société, elle évolue dans le bon sens sur diverses thématiques. Mais déjà, permettre la pratique d'une activité physique, d'un sport dans son club, c'est un acte de citoyenneté. Et ça, le club, il continue à le faire. Il le fait différemment, mais il continue à avoir cette noble mission. Moi, je n'ai pas l'impression que ça se dégrade. Ce qui peut se dégrader, c'est... Alors, évidemment, on parle pas du sport professionnel, et je pense que vous n'aviez peut-être pas ça en tête. Il y a des dérives dans le sport, comme dans la société. Il y a des aspects mercantiles dans le sport, comme dans la société. Il y a des violences dans le sport, comme dans la société. Et le sport ne résoudra pas tout ça. Et le club de demain, il n'arrivera pas à résoudre tout ça. Mais s'il se recentre justement sur ce qu'il sait faire bien, la pratique et quelques causes qu'il peut porter, pas toutes, parce qu'on sait aussi que le club, il est en souffrance économique, il est en souffrance en termes de recherche de bénévolat. Mais s'il en choisit une ou deux et qu'il les porte haut et fort, je crois qu'on a un peu d'optimisme à avoir pour demain. Merci Juliane. Une dernière question. Allez, vas-y. Merci Denis. Merci Juliane pour cet exposé magistral, comme d'habitude. C'est la même question quasi, mais un peu différente. Dans tes propos... Je te remercie Bruno. Je t'en prie. C'est vrai que j'ai galéré pour répondre et tu la reposes derrière. C'est exactement ça. C'est très sympa. Mais... c'est mon rôle apparemment. Dans ton exposé, tu exposes des chiffres un peu macro, des tendances, des faits de société, tu viens de le dire. Et à l'inverse, on est sur des questions d'ordre associatif. Donc ma question est, est-ce que finalement l'association, c'est le meilleur endroit, le meilleur outil pour répondre aux faits de société que tu évoques? Ou est-ce que c'est pas à notre échelle qu'il faut agir encore plus? Ou bon, tu vas me répondre qu'il faut les deux, mon capitaine. Bah oui.
Bah oui. Voilà, tu as une autre question? Non, mais évidemment, c'est les deux. C'est les deux. Les deux comptent. Et puis, comment amener, c'était la première question tout à l'heure, comment amener une réponse à une autre échelle? Si déjà on est tous des acteurs à notre échelle, moi je crois qu'il y a peut-être une justice et qu'on pourrait être considéré à une autre échelle. Les deux sont hyper importants et complémentaires. Excusez-moi, Xavier Durand, US Laval. Et justement, la notion de l'échelle, la notion du territoire. Pouvoir connaître, on a eu un exemple ce matin qui me paraît pertinent sur Avrier, comment ils ont construit un projet sport-santé qui commence à dévier sur la littératie, etc. C'est vraiment la pertinence territoriale, puisque en France, on est connu sur le millefeuille administratif, mais le millefeuille territorial. Et je pense que par rapport à ce que disait l'ancien président de l'ESSEM, quand il parlait d'un changement dans les associatifs, c'est aussi un moment qu'on a eu dans les années 50, la création des ministères, avec finalement la centralisation, une partie de la prise en compte du sport par l'État, après une partie, l'État qui a décidé de décentraliser, et puis là, la nouvelle gouvernance avec l'ANS qui veut redonner, soi-disant, du poids au territoire. Et donc là, il faudrait peut-être, à un moment donné, alors soit faire des évaluations d'impact de ces dispositifs et dire stop, quel est le beau territoire, quelle est la bonne prise, où la décision est pertinente, etc. Et pour moi, c'est l'enjeu, il est là, clairement. Au-delà de la nouvelle forme que peut prendre l'associatif, je suis assez d'accord aussi sur le fait qu'à un moment, en tant que club omnisport, alors moi je suis salarié, mais les élus doivent se poser la question de leur projet, clairement, parce que les injonctions qui descendent, dire faire du sport santé, faire du sport inclusion, faire du sport X, ça devient compliqué, effectivement. Mais peut-être se centrer en termes de projet, les élus dire, moi, je continue, ma base de mon travail, c'est d'abord de faire de la pratique sportive. D'accord? Compétitif, du loisir. Et éventuellement, du sport santé. Éventuellement, du sport inclusion. Oui, vous avez raison, je peux rien dire de mieux, je vais compléter peut-être vos propos. Moi, j'aime bien cette notion d'analyser des bonnes pratiques aussi sur un territoire et de se demander si on peut les reproduire sur un autre territoire. Là, on peut accélérer et gagner aussi du temps. C'est ce qu'on appelle du benchmark, mais ça a une utilité. Et on voit que ces bonnes pratiques-là sur les territoires, elles sont souvent dans la transversalité. C'est-à-dire que le club va travailler avec la collectivité, qui va travailler avec la grosse marque du coin, que tout le monde qui va travailler avec l'école, évidemment. La transversalité, c'est une des clés à reproduire quel que soit le territoire. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, qui est plutôt un obstacle, on a sorti une étude, et je ne voudrais pas terminer sur une donnée un peu flippante, mais on a sorti une étude qui montre que les décideurs politiques sur le plan territorial, et c'est eux qui ont la clé, sur la sédentarité, l'inactivité physique, c'est eux qui ont la clé. Bon, il faudrait que quand même le gouvernement suive. Là, on a cet amendement sport sur ordonnance qui n'a pas été retenu, et je peux vous dire qu'on va continuer de se battre sur ce sujet du sport sur ordonnance. C'est un sujet hyper important et on ne le lâchera pas. Mais sur les territoires, 85% dans ce millefeuille administratif des maires, des présidents de départements, de régions et même certains élus au sport, 85% n'ont pas conscience des problèmes de sédentarité et d'inactivité physique. Donc on a dans cette identification de bonnes pratiques aussi un rôle d'ambassadeur, toutes et tous ici, pour faire savoir qu'on a des solutions. Et que quand on travaille en transversalité sur les territoires, ça a des résultats. On est face à une méconnaissance aussi du sujet de la part des décideurs, pas uniquement un désintérêt, mais une méconnaissance des enjeux qui est importante. Julian, il nous reste à te remercier. Merci beaucoup pour ton intervention. Merci. Tu es avec nous ce soir, je crois. Oui. Donc, je vois que ton intervention soulève pas mal de questions. Donc, tu seras disponible ce soir pour échanger avec nous autour du cocktail. Bien sûr, je te remercie, Denis. Je voudrais remercier Sylvain Landa qui m'a aidé à faire cette proposition, qui est là-bas aussi, et qui est le directeur exécutif du think tank, avec qui vous pourrez échanger aussi. Et depuis 3 mois, je vis dans une ville extraordinaire, je dois le dire, qui s'appelle Valencia, en Espagne, que je découvre tous les jours, et j'apprends énormément sur la littératie, Gérard. C'est une ville qui a le plus grand jardin
d'Europe autour de sa ville. Et la maire de Valencia a eu cette idée extraordinaire de mettre toutes les activités physiques dans ce jardin autour de la ville, qui entoure la ville. Et toute la ville est en mouvement. Il y a quelque chose d'incroyable à analyser aussi et apprendre. Peut-être qu'on pourra faire un colloque là-bas, Gérard, à Valencia, chez moi. Tu es bienvenu. Et tout le monde est bienvenu. Bon, un week-end, tu me diras. On vous laissera organiser vos week-ends.